Je voulais remercier Madame Yulia Choukan d'être là pour nous parler de Génération Maïdan, son livre Vive la crise ukrainienne, parce que c'est un témoin sur le terrain de la révolution ukrainienne. Et donc, je lui passe immédiatement la parole. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je vais organiser ma présentation en deux temps. Je vais d'abord assez brièvement présenter le livre, donc parler un tout petit peu de ma démarche et du pourquoi de ce livre et de ce format, d'ailleurs format qui se veut non académique et qui est destiné au grand public. Et à partir ensuite des éléments donc, que je vous donnerai sur le livre, sans vraiment dévoiler le contenu et donner des éléments très très précis, j'essaierai de repérer un certain nombre de tendances qui travaillent de l'intérieur la société ukrainienne, puisque je pense que les personnages que je décris et dont les trajectoires je raconte dans ce livre sont assez représentatives des évolutions donc en cours dans la société ukrainienne. Et je dis en cours puisque effectivement ce sont des évolutions qui avaient commencé il y a 3 ans au moment de la mobilisation sur la place Maïdan et qui sont toujours en cours, puisqu'il y a un conflit armé qui se poursuit à l'est du pays et donc qui travaille encore en profondeur la société ukrainienne. Donc d'abord, ce que c'est ce livre, Génération Maïdan, Vivre la crise ukrainienne, c'est un ensemble de récits. Récits par en bas de ce qu'on appelle la crise ukrainienne. Malheureusement, on n'a pas trouvé un meilleur terme. Et donc on met dedans, dans cette notion de crise ukrainienne, différents événements, une suite d'événements dramatiques pour le pays, qui ont commencé par une mobilisation de grande ampleur, donc sur la place Maïdan en fin novembre 2013, mobilisation qui est connue sous le nom de la révolution de Maïdan. Ensuite, il y a eu l'annexion de la Crimée entre fin février et début mars 2014. En même temps, l'insurrection pas armée au début, mais ensuite qui a viré une insurrection armée à l'est de l'Ukraine et même au sud. Les territoires du sud étaient également touchés au printemps 2014. Et ensuite, donc, l'insurrection qui a basculé, notamment dans les régions, enfin surtout dans les régions de Donetsk et de Lugansk, dans le conflit armé. Et donc, je raconte ces événements à travers les trajectoires d'individus qui en sont directement touchés. Des trajectoires d'hommes et de femmes très ordinaires, très éloignés de la politique, qui, pour certains ou certaines, se mobilisaient très peu jusque-là, et dont la vie bascule à un moment en lien avec ces événements. Et donc, parmi ces trajectoires, nous trouvons un certain nombre de protestataires sur la place Maïdan. Nous trouvons aussi les civils ensuite qui fuient le conflit armé. Et nous trouvons un certain nombre de bénévoles, de trajectoires de bénévoles, donc de personnes qui s'engagent bénévolement par solidarité et en solidarité soit avec les déplacés internes, donc ces populations civiles qui fuient le conflit, en solidarité aussi avec les lignes de front, donc elles s'engagent à l'arrière, mais en solidarité avec les soldats soignés à l'hôpital militaire. Je raconte cette séquence à partir de l'hôpital militaire de Kharkiv, ou soldats encore déployés sur les lignes de front. Et donc cette démarche, ce zoom sur l'individu me permet de saisir ce point de basculement, mais aussi de comprendre ensuite l'impact donc des événements sur la trajectoire humaine, parce que je pense que ces événements ont transformé certes le pays, puisque l'Ukraine, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'avait jamais connu de conflit armé sur son territoire. Mais bien évidemment, ces événements ont transformé les Ukrainiens eux-mêmes, donc les personnages en tout cas de ce livre, mais bien d'autres aussi, personnes que je connais, que je suis de près ou de loin, remodeler ces individus dans leur représentation d'eux-mêmes, de leur pays, de ses voisins, et donc des relations avec ses voisins, remodeler aussi dans leur comportement. J'ai dit que ces personnes étaient peu impliquées jusque-là. Or, aujourd'hui, ils sont sur la pointe de cette mobilisation de solidarité. Et donc, parce qu'il y a eu ce changement de comportement, je pense qu'ils constituent tous ensemble ce que j'ai appelé, donc, dans le cadre de ce livre, Génération Maïdan. Ces différents personnages, je les ai rencontrés pour certains in situ, donc sur la place Maïdan à Kiev, entre décembre 2013 et février 2014. J'ai souvent engagé des conversations déjà sur place. N'ayant pas le temps de faire des entretiens, je suis revenue les voir, souvent au mois de mai 2014, à Kiev, s'ils étaient à Kiev, où je suis allée chez eux,
à Lviv, par exemple. Il y a une histoire qui est à Lviv ou encore ailleurs dans d'autres villes ukrainiennes. Et surtout, je poursuis ce travail avec ces personnes. J'interagis régulièrement avec elles. Et donc, à la fin du livre, dans l'épilogue, je les situe aujourd'hui, puisque parfois, je les saisis juste au moment des événements de 2013-2014. Or, ces personnes-là sont toujours actives et agissent à l'arrière, donc un soutien prennent en charge à l'arrière les conséquences du conflit armé. Pourquoi ce genre, le témoignage j'ai ressenti un certain nombre de décalages moi-même en suivant ces événements. Et c'est effectivement ces décalages, je pense, qui m'ont amené à m'orienter progressivement vers et à choisir ce genre de témoignage. Il y a eu des décalages d'abord en termes de demandes qu'on m'adressait à moi en tant que chercheur, demandes de la part des décideurs politiques qui voulaient avoir une image très globale, très géopolitique finalement des événements. Or, si j'étais et je suis capable effectivement de raisonner en termes géopolitiques, ce n'est pas ça qui m'a intéressé dans cette mobilisation. C'est plutôt l'individu, la petite personne et la petite histoire qui m'a interpellée dès le début. Ensuite, il y a eu des décalages aussi par rapport à la demande même journalistique. Je raconte souvent cet épisode. Donc, le 20 février, après la tuerie qui s'est produite dans la matinée sur Maïdan, au soir, je reçois un coup de fil de la part d'un journaliste qui me demande, qui me pose cette question, mais qui a gagné, la Russie ou l'Union européenne? Puisque le conflit était effectivement, avait pour fond cette question de rapprochement avec la Russie ou de rapprochement avec l'Union européenne. Or, bien évidemment, c'était loin de mes préoccupations, puisque j'étais plutôt dans l'émotion et dans ce que la place avait vécu à ce moment-là, et c'est ça qu'il me semblait important de raconter, au lieu de répondre à la question de qui avait gagné la Russie ou l'Union européenne. Et ensuite, il y a eu un certain nombre d'analyses très globalisantes, point de vue dominant sur l'Ukraine, où effectivement on avait des analyses plutôt politiques ou géopolitiques, et l'individu en tant que tel, les Ukrainiens et leur subjectivité étaient laissées de côté à chaque fois. On les présentait comme étant manipulés par les puissances occidentales ou encore par les élites politiques d'opposition, donc les élites ukrainiennes. Et j'ai choisi ce genre de témoignage pour rendre hommage à cette subjectivité, à l'individu, à ses représentations, à ses imaginaires, à tout ce qui le guidait à travers la mobilisation. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce genre-là, avec une difficulté que j'ai eue, ou plutôt un choix que j'avais à faire entre un cadre académique, étant habitué à écrire, à produire un certain nombre de travaux académiques, donc faire ce choix entre l'académique et le grand public. Et j'ai choisi finalement le grand public, puisque j'avais du mal aussi à un moment, et à moi aussi, moi-même traverser beaucoup d'événements aux côtés de ces personnages, donc vécu les différentes séquences. J'avais du mal à les inscrire dans les cadres rigides académiques. Qu'est-ce qu'on fait avec les témoignages dans les travaux académiques? On les coupe, on prend des citations. Souvent, ces citations nous aident à étayer notre argumentaire. Or, je voulais vraiment restituer ces témoignages dans l'intégralité, tout en les contextualisant, bien évidemment, en donnant des éléments de compréhension à mon public. Et donc, c'est pour ça que je me suis progressivement orientée vers ce format-là, donc le format grand public, large public, pour présenter cette subjectivité, laisser la place à la subjectivité des individus, mais aussi assumer ma propre subjectivité. Puisque moi aussi, ayant été affectée par les événements, je présente un point de vue subjectif tel que je l'ai vécu aux côtés de ces personnages. Mais bien évidemment, dans ce livre, il y a un certain nombre d'interrogations sociologiques. Donc, étant moi-même sociologue et travaillant donc en sociologie politique, bien évidemment, je soulève un certain nombre de questions. D'abord, comme je l'ai déjà évoqué, je cherche à saisir à travers ce suivi longitudinal l'impact de la crise et des situations critiques sur l'individu. Saisir à la fois le moment de basculement, quand la vie change, mais aussi l'impact de ce changement sur les différents mondes sociaux, le monde professionnel de la personne, le monde social, le monde de ses amis, de ses connaissances, etc. Et donc l'impact de l'événement à cet égard sur la trajectoire individuelle.
J'ai cherché aussi à saisir les sens et les représentations investies dans l'action. Il m'était extrêmement important de montrer que, contrairement au cadre qu'on a mobilisé un peu a posteriori pour expliquer Maïdan, par exemple, on a dit que c'est une mobilisation pour la démocratie et les droits de l'homme, j'ai essayé de montrer qu'en fait, les individus ordinaires éloignés de la politique se mobilisent autour d'autres revendications et autour d'autres notions, des notions beaucoup plus ordinaires de justice et d'injustice. Et donc, j'ai essayé de retracer effectivement ces situations d'injustice, notamment l'injustice en lien avec la corruption. Un grand nombre de personnages de ce livre se mobilisent parce que ils avaient connu des situations où ils étaient amenés à payer de pots de vin et ils avaient connu des situations de grande injustice. Et effectivement, c'est l'accumulation de ces injustices-là qui les amène à agir beaucoup plus qu'effectivement l'idée de la démocratie ou encore des droits de l'homme. Je cherchais aussi à montrer l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe représentait ? Il est très difficile en France, où il y a beaucoup, on va dire, d'eurosceptiques, ou en tout cas l'euroscepticisme est quand même une tendance assez importante. Il était difficile d'expliquer aux Français pourquoi les Ukrainiens se mobilisaient pour l'Europe. Et donc j'ai essayé de montrer que l'Europe, en fait, c'est un certain nombre d'imaginaires de l'Europe. Ces imaginaires pouvaient être extrêmement éloignés de la réalité du fonctionnement de l'Europe et des institutions européennes, mais que c'est un idéal, effectivement, qui pouvait guider l'action, en sachant que cet idéal s'opposait aussi, en fond, au système politique tel que les Ukrainiens l'avaient connu en Ukraine, sous la présidence de Yanukovych, ou encore, en fond aussi, au système politique russe, donc sous la présidence de Vladimir Poutine. Et enfin, je voulais aussi, dans ces interrogations sur le pourquoi de la mobilisation, laisser la place aux émotions, parce que je pense que les émotions, qu'il s'agisse du Maïdan et donc de la mobilisation protestataire ou de la mobilisation en charge, de prise en charge des conséquences du conflit armé, les émotions jouent un rôle extrêmement important. Et donc je montre à travers les récits d'un certain nombre de personnages que la joie d'être ensemble, de faire la fête sur Maïdan au mois de décembre 2013 pouvait être un mobile d'action et amener les gens, les jeunes surtout, à revenir sur la place. Je montre aussi que la simple curiosité pour une jeune personne qui est loin de Kiev et qui entend parler d'un grand événement politique et qui se dit que c'est intéressant, ça serait bien d'y aller et de voir. Et donc, cette curiosité peut être aussi un mobile d'action. C'est ensuite la place elle-même protestataire, avec ses différentes routines révolutionnaires, les discours qui circulent sur la place, les groupes, les micro-groupes dans lesquels les individus s'inscrivent. Tous ces éléments vont produire un effet de politisation sur ces individus ordinaires et les transformer en révolutionnaires, alors qu'ils étaient parfois venus par simple curiosité ou juste parce que la place était joyeuse et qu'ils voulaient faire la fête. Notamment, je raconte cette histoire de Alessia Joukowska, quelqu'un d'extrêmement connu, un personnage, une jeune fille de 21 ans au moment des fêtes, qui a été blessée au cou le 20 février au matin sur la place Maïdan, qui pensait qu'elle allait mourir. Et elle a tweeté à ses amis « Je meurs ». Et donc elle est devenue, grâce aux réseaux sociaux, immédiatement extrêmement connue. On a appris plus tard dans la journée qu'elle avait survécu. Mais je raconte une autre histoire d'Alessia. Je raconte les débuts de son engagement sur Maïdan et je montre que pour elle, initialement, le mois de décembre sur Maïdan, c'était la fête. Et c'est ça qui l'a tirée, plus le groupe, le micro-groupe dans lequel elle s'est inscrite et qui s'est organisé autour d'un tonneau. Comme il faisait froid, les protestataires faisaient du feu dans des tonneaux pour se chauffer. Et donc, il y avait un groupe de jeunes qui s'est formé autour de ce tonneau. Et c'est dans ce groupe qu'elle a traversé l'ensemble des événements. Et donc, c'est ces liens d'amitié, de solidarité noués qui vraiment l'ont impliquée par la suite, alors qu'initialement, l'impulsion était autre. Et enfin aussi, pour terminer sur les émotions, je montre aussi comment le conflit armé, la peur de la guerre, peut pousser à s'engager. Je raconte notamment ces histoires d'un groupe de bénévoles, de femmes bénévoles qui travaillent à l'hôpital militaire et qui s'occupent des soldats blessés. Et je montre que c'est cette angoisse pour les proches, parce que leurs amis proches étaient mobilisés, amis ou maris parfois. Et donc c'est cette angoisse face à la guerre qui les a poussés à venir à l'hôpital. Et ensuite, il y a eu ce processus d'attachement au lieu et aux personnes qui fait qu'encore aujourd'hui, ces femmes bénévoles continuent à travailler, bénévolement toujours, puisqu'il ne s'agit pas d'activités humanitaires rémunérées, continuent à travailler à l'hôpital militaire. Je
Je voudrais maintenant parler, ayant présenté, peut-être que je vais aussi faire le chapitrage assez rapidement pour que vous ayez une notion un peu du récit, de la construction de ce livre. Les premiers 5 chapitres tournent autour de Maïdan. Et je raconte en fait vraiment de manière chronologique les événements. Je commence donc par le mois de décembre et cette ambiance de fête. Ensuite, je poursuis avec le basculement dans la violence sur la place Maïdan, donc les événements du mois de janvier 2014. Et j'explique comment c'est dans l'interaction avec l'État et face à la répression jugée disproportionnée par l'État, que les manifestants commencent effectivement à recourir à la violence. Je raconte aussi les événements donc, du 20 février 2014, cette séquence sanglante sur la place Maïdan, à travers l'histoire de deux Andrilles. L'un, c'est l'oncle qui a été tué sur la place, et l'autre, c'est le neveu, qui était également ce jour-là sur la place, mais il a survécu à cette séquence. Et je raconte à la fin la chute donc de Yanukovych. Ce chapitre 5 clôt la séquence Maïdan et je poursuis ensuite avec les histoires en lien avec le conflit armé. Je raconte donc le déplacement. Qu'est-ce que ça veut dire être déplacé interne et fuir le conflit armé? Je raconte aussi les effets corrosifs de la guerre sur les familles. Et je montre comment beaucoup de familles avaient été divisées à cause du conflit. D'abord en lien avec Maïdan et ensuite en lien avec le conflit armé. Et les 2 derniers chapitres, ce sont des chapitres consacrés aux bénévoles et donc à l'engagement de citoyens ordinaires, engagement de solidarité. Les bénévoles à Kharkiv, puisque c'est la ville où j'ai fait beaucoup de terrain et je continue à y retourner régulièrement, donc à l'est de l'Ukraine, à peu près 200 km donc de la zone 250 de la zone de conflit. Donc je raconte les bénévoles de l'initiative Station Kharkiv qui s'occupent des déplacés internes et je raconte aussi les bénévoles donc à l'hôpital militaire de Kharkiv. Et le tout dernier chapitre, c'est l'engagement des bénévoles, leur interaction avec l'État et les administrations à travers cette expérience d'entrée des bénévoles au ministère de la Défense et la manière dont ils avaient contribué donc et impulsé un certain nombre de changements au sein de ce ministère. J'en viens à ma deuxième partie. J'ai dit qu'à travers ces différentes trajectoires que j'ai retracées dans le livre me permettent de poursuivre mon analyse donc, des évolutions encourues par la société ukrainienne. Et je vais brièvement présenter 4 grandes évolutions, 4 grandes tendances qui travaillent de l'intérieur la société, sans prétendre bien évidemment à l'exhaustivité de l'analyse. Ceci d'autant plus que, encore une fois, ces tendances se creusent encore, puisque cette société est encore en conflit. Et vit donc le conflit armé. Et bien évidemment, le conflit a ses effets, produit ses effets sur la société. Donc je vais parler de 4 tendances. Je vais parler de l'appartenance nationale et l'impact donc, de ces événements sur ce sentiment d'appartenance nationale. Je veux parler de la citoyenneté active et de ses pratiques. Je veux parler de la déception, des déceptions et de la défiance institutionnelle. Et je vais terminer par la militarisation et la radicalité qui travaillent de l'intérieur aussi la société ukrainienne. Je commencerai d'abord par l'appartenance nationale, puisque je pense qu'effectivement l'ensemble de ces événements ont conforté ce sentiment d'appartenance nationale, en tout cas chez les personnes que je raconte dans mon livre, et même au-delà, donc chez des personnes qui se sont mobilisées d'une manière ou d'une autre face aux événements. Et donc appartenance nationale est un sentiment de communauté, de faire communauté, communauté de destin, et donc aussi souvent communauté de langue. Et je pense que c'est effectivement sous l'effet d'abord de la mobilisation sur Maïdan, mais c'est aussi sous l'effet du conflit armé que ce sentiment d'appartenance s'est renforcé, puisque la guerre, c'est toujours une accumulation de deuil, de souffrance. La guerre, elle oblige à se positionner. Et je l'ai beaucoup vu à Kharkiv, à l'est de l'Ukraine. Donc cet est, Kharkiv étant une grande agglomération de l'Est, Kharkiv est essentiellement russophone. Les villes étant russophones, la campagne plutôt ukrainophone. Et donc à Kharkiv, c'est personnes qui s'identifiaient plutôt comme
comme habitantes ou habitants de Kharkiv et qui s'identifient effectivement très peu à l'Ukraine, à travers le conflit et le vécu, leur expérience propre du conflit armé, vécu donc à distance de ce conflit, se sont sentis d'un coup ukrainiens et ont cherché à manifester de différentes manières cette appartenance nationale, notamment à travers le surinvestissement des symboles nationaux. Qu'il s'agisse donc de l'initiative Station Kharkiv ou encore de l'initiative Sœurs de Miséricorde, donc à l'hôpital militaire de Kharkiv, l'ensemble des bénévoles affichent leur appartenance nationale. Et ces derniers temps, je vois même cette tendance à parler ukrainien beaucoup plus, alors qu'il s'agit de personnes, encore une fois, essentiellement russophones, puisqu'on est dans une ville à grande russophone, mais il y a une volonté aussi de retour, de redécouverte en quelque sorte, puisque ces personnes-là sont bilingues de fait, mais c'est un bilinguisme passif avec la domination plutôt dans la pratique du russe. Et je vois donc une sorte de retour aussi vers l'ukrainien chez ces personnes-là. Mais dans le même temps, quand je parle de cette appartenance nationale, je ne veux surtout pas dire qu'une nouvelle nation est en train de se former. Ce qu'ont montré les études quantitatives qui existent sur ces questions d'appartenance nationale, c'est qu'elle elle reste toujours fragmentée. Il ne s'agit pas d'un déplacement des fractures identitaires en Ukraine vers l'Est, au-delà de la région de Dnipropetrovsk. Il s'agit plutôt effectivement de renforcement de ce sentiment d'appartenance en fonction du lieu de résidence, de l'âge de la personne ou encore de son statut social. Et donc, ces études montrent qu'il s'agit souvent de jeunes qui redécouvrent cette identité ukrainienne, de personnes qui habitent dans les grandes villes. Et pour le coup, effectivement, Kharkiv et l'exercice du bénévolat donc, rentrent précisément dans cette étude. Et donc, c'est une appartenance quand même assez fragmentée, qui reste fragmentée, et fragmentée en fonction donc, des critères plutôt sociaux et non pas des critères ethniques. Le conflit, qu'il s'agisse du conflit politique ou armé, n'a jamais eu de fondement ethnique ou linguistique, en tout cas en Ukraine, à mon sens. Mais ce sentiment d'appartenance nationale, et je le raconte aussi dans le livre, s'il se forge, se renforce à travers les événements, il ne faut pas oublier que le conflit, c'est aussi toujours une rupture du lien, c'est aussi éloignement, division. Et je montre donc les effets corrosifs du conflit à travers l'histoire d'une famille, à travers l'histoire de deux frères, dont les trajectoires bifurquent donc autour du Maïdan, puisque l'un s'engage dans la mobilisation de manière assez naturelle, puisqu'elle avait déjà participé à la mobilisation précédente en 2004, à la Révolution orange, et l'autre plutôt se montre beaucoup plus pro-russe et s'engage même dans une entreprise terroriste à l'été 2014 pour protester contre le nouveau gouvernement à Kiev. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que, effectivement, les vécus du conflit, la manière dont les personnes avaient vécu Maïdan, leur représentation d'eux-mêmes et de l'avenir du pays, mais aussi un certain nombre de narratifs historiques qui sous-tendent le conflit, pouvaient produire cet effet corrosif sur les familles. Et cette histoire, elle n'est pas exceptionnelle, puisqu'il y en a beaucoup. Récemment, il y a un film qui est sorti en Ukraine, un film documentaire sur effectivement les familles et les membres des familles qui ne parviennent plus à se parler à cause du conflit. La deuxième grande tendance que je repère à la fois dans le livre et que je poursuis dans mes travaux académiques, c'est la citoyenneté active et ses différentes pratiques. Ce qu'on a vu avec d'abord le Maïdan et ensuite le conflit armé, c'est que ces deux situations, ces deux séquences ont favorisé l'engagement de personnes très peu mobilisées jusque-là, de personnes très peu impliquées en tant que citoyens et qui ne se sentaient citoyens qu'à des moments extrêmement occasionnels, au moment des votes, et encore, ils ne votaient pas forcément régulièrement. Et donc ces personnes redécouvrent en quelque sorte cette citoyenneté. C'est pour cette raison que je considère le Maïdan comme le laboratoire de la citoyenneté. Et la grande différence avec la Révolution orange aussi, c'est que le Maïdan a été suivi par d'autres événements dramatiques qui poussaient effectivement et qui ont poussé un grand nombre de personnes à se mobiliser.
Et ce que je montre, c'est qu'il ne s'agit pas, souvent en sciences politiques ou en sociologie politique, on saisit cette citoyenneté comme une citoyenneté politique, en lien avec le vote ou avec la participation à des manifestations. Là, pour le coup, les formes de citoyenneté que je raconte ne sont pas liées uniquement à la protestation dans la rue. Certes, il y en a, puisque ces personnes s'engagent d'abord, pour certaines, avec le Maïdan, mais c'est des formes de mobilisation en lien avec le conflit armé, et c'est des formes de citoyenneté telles que le soin de l'autre, le souci de l'autre, qu'il s'agisse des déplacés internes ou encore donc des militaires blessés. Et donc, ces personnes restent engagées dans ces différentes formes d'action. L'intérêt pour moi, c'est de poursuivre. Combien de temps ça va durer et quelle forme, par la suite, cette citoyenneté peut prendre? Est-ce qu'elle va déboucher sur une implication politique, éventuellement ou pas? Pour le moment, je pense que non. Enfin, j'aurais tendance à dire que non. Et ça me permet de faire le lien avec la suite, puisque j'enchaîne avec la défiance institutionnelle. Je pense qu'à cause de la défiance institutionnelle, elle constitue un vrai obstacle, effectivement, à la transformation de cette citoyenneté ordinaire dans des situations critiques en des formes de citoyenneté beaucoup plus politiques et un éventuel engagement politique. Ce qu'on voit 3 ans après Maïdan, c'est que le grand défi, en gros, de la mobilisation, c'était de combattre cette défiance institutionnelle, de construire un nouveau système politique, de changer les institutions, de changer les pratiques politiques. C'était ce type de revendication qui se tendait à la mobilisation à Kiev. Or, on voit que relativement peu de choses faites. Je ne veux pas dire que l'agenda des réformes, que l'Ukraine n'a pas du tout avancé sur les réformes. Bien sûr, il y a eu des changements, mais en tout cas, il y a une perception globale en Ukraine auprès des populations et au sein de la société, donc de la lenteur des réformes et surtout de la persistance des anciennes pratiques politiques, notamment de confusion entre biens publics et biens privés, confusion par les élites, donc poursuite effectivement des anciennes pratiques et notamment de la corruption. Et si on regarde les sondages, la corruption est considérée par les Ukrainiens comme la principale cause de l'échec de cet agenda Maïdan et des différentes réformes. Et c'est à cause de cette corruption que la défiance, elle est toujours là, 3 ans après les faits, puisque si on regarde les sondages, les institutions politiques bénéficient de très peu, des taux extrêmement faibles de confiance, qu'il s'agisse de la présidence ou encore du Parlement. Et les seuls acteurs qui s'en sortent bien, ce sont des acteurs non institutionnels. Et d'abord, les bénévoles, notamment donc toutes ces formes de mobilisation bénévole volontaire en lien avec le conflit armé. Les bénévoles bénéficient, en 2016, donc bénéficiaient de 65% de confiance auprès des populations. Ce taux, en 2014, était de 68. Donc on voit que la confiance reste quand même grande. Et en fait, ce sont les acteurs les plus légitimes aujourd'hui dans la société, puisque même l'Église se situe en dessous. Et le seul autre acteur aussi légitime, c'est l'armée. Et ça se comprend bien évidemment dans le contexte du conflit. Et donc ces bénévoles, à mon sens aussi, ce que je vois et j'observe dans les différentes initiatives, c'est que ces défiances institutionnelles persistent, puisque les acteurs impliqués, étant en contact avec les administrations, voient la continuité des anciennes pratiques, la résistance donc des bureaucraties et des élites politiques. Et donc, ça ne les incite pas à entrer en politique pour essayer de changer les choses. Il y a eu des cas d'engagement politique, en tout cas de tentative de participation à des élections municipales. Mais en tout cas, pour les groupes que je suis, elles se sont soldées par un échec. Et surtout, il y a eu un refus de la grande majorité des bénévoles de s'engager politiquement. Pourquoi? À cause de cette défiance. Or, pour continuer à agir bénévolement, la confiance est extrêmement importante, puisque les bénévoles agissent à partir des dons de citoyens. Et donc, il est extrêmement important de garder cette confiance, ce lien direct avec les populations pour pouvoir agir. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est donc l'impact du conflit, toujours au long cours, puisque je le saisis au long cours. Et c'est ce que je vois, l'une des tendances donc, que je repère et que j'observe dans la société, c'est la militarisation et aussi une certaine forme de radicalité.
radicalité dans les positionnements sur, par exemple, le règlement du conflit et les chances du règlement du conflit. Par militarisation, pour ceux qui sont des personnes que j'observe, je montre comment le contact des mondes militaires, donc de ces personnes mobilisées, nécessairement interfère sur leur quotidien, les conduit à se former. Une des bénévoles du groupe que je suis, avec lequel je travaille, donc, s'est initiée au tir. Toutes se sont initiées, bien évidemment, au secourisme avancé pour pouvoir intervenir et agir. Certaines même ont suivi des formations de secourisme et sont parties en tant que personnels paramédicaux sur les lignes de front. Et d'autres, notamment pour les hommes, qui aidaient ces initiatives de bénévoles à l'hôpital militaire, se sont engagés dans l'armée à la suite. Donc le bénévolat était comme une voie de passage, en quelque sorte, vers un engagement. Cette militarisation, donc, elle est présente aussi parce que les bénévoles, pour certains, donc les différents acteurs que je raconte ici, après Maïdan, se sont engagés, notamment dans la solidarité avec l'armée, et font la navette entre les lignes de front et l'arrière, donc entre les soldats et la collecte des fonds ou des biens encore à l'arrière. Et donc, plusieurs de mes personnages, que je ne raconte ici dans le livre uniquement à travers Maïdan, sont devenus des bénévoles, effectivement, solidaires de l'armée. Et ça a influencé leur positionnement politique. Je raconte notamment cette séquence de radicalisation sur Maïdan à travers la trajectoire d'un personnage, Danil, qui se dit de centre-gauche et qui explique pourquoi lui s'est aussi militarisé sur Maïdan, a commencé à un moment dans les affrontements avec les forces de l'ordre à s'équiper. Il s'est équipé d'un gilet pare-balles, envisageait même l'achat d'une arme. Donc il le raconte dans le livre. Et plus tard, donc, il est devenu bénévole solidaire du bataillon de volontaires Azov. Donc il est allé régulièrement pour approvisionner les bataillons. Et il y a un glissement politique qui s'est fait aussi. Si à l'époque il se définissait de centre-gauche, aujourd'hui il se définirait plutôt de droite, voire même de droite nationaliste, puisque c'est cette expérience du conflit aussi qui a interféré sur ses positions politiques. Et donc, une grande radicalité que je vois, notamment la radicalité qui est plus facile à saisir, puisque le terme la notion est assez galvaudée, elle est plus facile à saisir dans les formes d'action en lien avec le règlement du conflit à l'Est. Et ce que j'observe notamment, que la plupart des personnages de ce livre sont plutôt partisans aujourd'hui, par exemple, de la rupture des liens avec les territoires de l'Est, en tout cas ceux des bénévoles qui travaillent au contact des militaires. L'exception ici, bien évidemment, les groupes d'initiative qui travaillent avec les civils et qui connaissent la détresse des civils et qui pensent que il faut entretenir le lien par-delà la ligne de contact, par-delà les deux côtés, puisqu'il s'agit quand même d'une même société et des membres de la même société. Ceux qui se sont engagés plutôt du côté des militaires, donc en solidarité avec les militaires, pensent que la meilleure solution serait de geler le conflit et donc de rompre le lien provisoirement, puisqu'il est impossible de récupérer ce territoire. Mais dans le même temps, et c'est ça la grande contradiction, l'ensemble se disent plutôt attachés à la paix. Donc tout le monde est fatigué par la guerre, puisque leur bénévolat détend également sur leur situation familiale ou encore situation financière. Et donc il y a une grande fatigue de la guerre, mais dans le même temps une certaine radicalité dans les positions, dans le rejet de l'autre, et donc du coup dans les solutions proposées par le conflit. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je pourrais répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, hein, toute question, même au-delà de cette présentation en lien avec l'Ukraine. Vas-y, oui, bien sûr. Est-ce qu'on fait tourner le micro pour pouvoir saisir ensuite? Je vais m'occuper. Enfin. Je vais m'occuper de faire tourner le micro. Ou peut-être on peut demander aux personnes. Non, ça va être facile. Non, ça va pas être facile parce que, non, on n'a pas prévu assez de filles. Merci, c'est gentil. Tu as parlé des émotions, que tu as étudié les émotions, et j'aimerais savoir quelle est
peut-être l'émotion principale ou plusieurs émotions, parce que tu as parlé de la curiosité, du désir de faire la fête, de la solidarité, être ensemble avec les gens. Je voudrais savoir, est-ce que la colère n'était pas quand même la principale émotion? Bon, moi, je compare un peu avec les événements en Russie en 2011, les manifestations contre la fraude législative en Russie. Et je pense que l'émotion principale était la colère des citoyens. Et même les sociologues russes ont publié à cette occasion un livre, donc, La colère des citoyens. Donc j'aimerais bien avoir ton commentaire là-dessus. Tu veux encore une question? Oui. Mais vas-y. Et deuxième question, tu as dit au début que peut-être la notion de crise ne te semble pas optimale pour parler de la situation en Ukraine. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi cette notion de crise te gêne et quel autre mot on pourrait utiliser. Merci pour ces deux questions. Je suis entièrement d'accord que la colère, effectivement, je ne l'ai peut-être pas dans ma présentation, je l'ai pas évoqué, ou je l'ai évoqué, mais de manière indirecte quand j'ai parlé de justice et injustice. Le sentiment d'injustice, effectivement, peut générer la colère. Et a généré la colère, d'ailleurs, si on revient sur les événements et la manière dont Maïdan s'est mobilisé. Il y a eu cette séquence de passage à tabac de jeunes manifestants dans la nuit du 29 au 30 novembre 2013. Et c'était cette goutte-là qui a fait déborder le vase au final, puisque si la mobilisation initialement était assez faible et plutôt limitée à un certain nombre de réseaux d'activistes, elle est devenue réellement populaire, puisque ces séquences de violences policières disproportionnées avait été donc diffusée par les chaînes de télévision, et c'est ça qui a généré la colère aussi, qui a fait descendre beaucoup de protestataires sur la place. Et dans les premières semaines de la mobilisation, au mois de décembre, il y a eu énormément de slogans, de banderoles et de pancartes qui exprimaient cette colère, et notamment la colère en lien avec cette séquence de passage à tabac des jeunes manifestants. Le slogan, c'était on ne va pas vous laisser frapper nos enfants. Et donc, c'était effectivement une colère contre le régime, contre la violence policière. Mais il y avait aussi, bien évidemment, d'autres colères aussi, notamment la corruption, qui pouvait générer colère également en fonction des expériences très personnelles donc de cette corruption. Mais dans le même temps, je ne peux pas dire que la colère est la principale émotion, effectivement. Je pense que c'est tout un ensemble, effectivement. C'est une configuration de facteurs déjà qui amènent à se mobiliser. Bien évidemment, la colère peut être premier motif, venir sur la place, mais ensuite, pour rester sur la place, il y a d'autres émotions qui peuvent rentrer aussi en jeu assez rapidement, et notamment cette admiration vis-à-vis de la solidarité interpersonnelle. Effectivement, c'est quelque chose qui frappait le plus sur Maïdan, tout observateur extérieur, mais aussi tout participant. Ce dévouement de soi, ce renoncement, et cette abnégation de soi et cette volonté d'agir, de revenir sur la place et d'être avec les autres et de faire des choses, je pense que effectivement ces émotions-là pouvaient aussi entraîner ensuite dans l'action. C'est pour ça que j'aurais du mal finalement à séparer. Et je décris beaucoup plus que... Voilà, j'essaie de les séparer et de dire laquelle est la plus importante. Je pense que toutes sont importantes, mais effectivement, ces catégories de juste et d'injuste, et donc de colère en lien avec l'injustice, sont importantes dans ces mobilisations. Concernant la question sur la crise ukrainienne, je pense que c'est un peu une sorte de facilité, effectivement, puisqu'on a commencé à parler de la mobilisation protestataire, puisqu'il s'agissait d'une situation de crise politique. Crise politique où on avait un gouvernement qui était contesté, et on avait effectivement une mobilisation populaire, mais aussi un certain nombre, 3 partis politiques d'opposition, donc qui représentaient, en tout cas cherchaient à représenter cette mobilisation dans l'arène institutionnelle et à mener une négociation avec le régime. Et ensuite, par extension, on a continué à parler de la crise quand il y a eu une crise politique déjà au niveau régional, effectivement, avec un certain nombre de pouvoirs locaux ou encore de citoyens dans les régions de l'Est et du Sud qui ne reconnaissaient pas la légitimité du nouveau gouvernement à Kiev, donc après la révolution de Maïdan. Et ensuite, donc, toujours par facilité, on a inclus dedans le conflit armé.
Donc, au final, ça nous gêne un peu, ça gêne quelque peu l'analyse aussi, puisqu'il s'agit d'événements certes très reliés. J'aurais du mal à séparer le Maïdan et ensuite, du point de vue de l'engagement des citoyens, par exemple, que je suis, séparer le Maïdan et la guerre, même si pour certains, en fait, je connais beaucoup de cas, notamment en Kharkiv, de personnes, de bénévoles qui se sont mobilisés en lien avec le conflit armé, qui étaient très passifs au moment de Maïdan. Donc, je pense qu'il y a un lien entre les deux événements, mais, et encore aujourd'hui, la société est beaucoup plus travaillée, certes, par les héritages de Maïdan, l'agenda Maïdan auquel on fait référence régulièrement, comme cette occasion manquée de conduire un certain nombre de réformes. Mais dans le même temps, c'est beaucoup plus le conflit armé qui travaille aujourd'hui de l'intérieur, la société ukrainienne. Et j'aurais du mal, au final, à proposer un autre terme aussi. D'ailleurs, le titre du livre, enfin, Vivre la crise ukrainienne, effectivement, puisque c'est comme ça que le public connaît cette séquence, peut-être mieux séparer effectivement entre le Maïdan comme situation révolutionnaire qui n'a pas débouché sur une issue révolutionnaire, puisqu'il n'y a pas eu de changement d'élite et de changement de système, et ensuite le conflit armé. Ça nous permettra de mieux saisir effectivement les événements, comprendre les événements. Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage rapide sur la situation ukrainienne actuelle ? Oui, bien sûr. Donc, on est aujourd'hui 3 ans après donc, cette séquence que je décris dans le livre, la révolution de Maïdan. Et la situation, effectivement, et l'Ukraine continue à vivre ce qu'on appelle donc la crise, au sens où il y a toujours un conflit armé donc, qui touche l'est de l'Ukraine, une partie des territoires de la région de Donetsk et de Lugansk, un conflit armé qui est devenu un conflit armé de basse intensité. On a eu des phases de grande intensité, notamment à l'été 2014 et ensuite en hiver 2015. Mais quand je dis de basse intensité, c'est des phases d'accalmie, relative accalmie sur les lignes de front, et ensuite des explosions de violence régulières. Et un certain nombre de victimes. Il y a des phases où tous les jours, donc il y a des victimes militaires et encore des victimes civiles. Et au total, peut-être c'est ça que j'ai oublié d'évoquer, le conflit a fait aujourd'hui 10 000 victimes. Et ces statistiques-là ne concernent que les territoires sous contrôle de Kiev, puisqu'on a beaucoup de mal à avoir les chiffres du côté des territoires séparatistes, donc des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Ces chiffres sont bien évidemment beaucoup plus importants, mais aujourd'hui, donc le décompte qu'on a, c'est 10 000 morts, civils et militaires mélangés, et à peu près le double, 20 000 blessés. Et pour ce qui est de la situation politique, en comparaison avec l'hiver 2014, il s'est stabilisé puisqu'il y a eu à plusieurs reprises des élections qui avaient été organisées, donc légitimité renouvelée à la fois du président qui a été élu en mai 2014 et du Parlement, donc élu en octobre 2014. Mais dans le même temps, j'ai évoqué dans mon topo ces déceptions puisqu'il y a eu énormément d'attentes en lien avec la mobilisation et beaucoup de revendications, de changements et notamment donc de lutte anticorruption. Et aujourd'hui, donc il y a une grande déception vis-à-vis du chef de l'État qui a promis un certain nombre de choses, Petro Poroshenko, mais qui lui-même, dans ses pratiques de gouvernement, se montre relativement attaché aussi à ces anciennes pratiques, même si, bien évidemment, donc il s'agit d'un gouvernement tout à fait légitime. Et concernant la question du règlement du conflit, on voit 2 grandes tendances aujourd'hui en Ukraine. Une tendance qui fédère un certain nombre de forces politiques, mais aussi donc d'organisations de bénévoles, qui défendent cette idée du maintien du lien, quelle que soit l'issue du conflit, qu'il s'agisse d'un conflit gelé, ou encore un conflit en cours, il faut maintenir le lien avec les territoires séparatistes pour le jour où l'Ukraine pourra les réintégrer, les territoires,
pour gagner en amont donc les cœurs et les esprits des populations. Ça, c'est une première tendance. Et la deuxième tendance, c'est cette idée, enfin, grande position, c'est cette idée qu'il faut absolument geler le conflit et surtout rompre tout lien, qu'il s'agisse des liens économiques ou des liens commerciaux avec les territoires séparatistes. C'est la Russie qui doit être désignée comme responsable. Et effectivement, l'intervention russe est toujours déniée par la Russie, mais en tout cas, elle ne pose aucun doute. L'interventionnisme russe, d'abord militaire, aujourd'hui le soutien logistique, économique et financier donc au fonctionnement de ces territoires séparatistes. Et donc, pour les partisans de la coupure, il reviendrait à la Russie d'assumer les responsabilités des populations et des territoires. Et l'Ukraine devrait se réformer et aller de l'avant en se séparant, donc, pour le moment en tout cas, de ces territoires. Vas-y. Ma collègue Anna Krikoun, qui enseigne la langue et la civilisation ukrainienne à Paris 8, elle s'est rendue plusieurs fois en hiver 2014 et au printemps à Kiev. Et elle m'a raconté qu'on voit une très grande fréquentation des événements culturels et des institutions culturelles là-bas. Vraiment, la fréquentation des pièces de théâtre, des cinémas, de toutes sortes d'événements littéraires, poétiques. Là, vraiment, c'est vu à la hausse. Et que les gens ont vraiment besoin, elles cherchent dans la culture, je ne sais pas, peut-être les réponses à tout ce qui se passe. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'aimerais savoir si toi, dans tes voyages, tu as vu la même chose. Et est-ce que pourquoi, comment ça s'explique que cette nouvelle mobilisation de la société, elle s'articule autour de la culture, voilà. Je pense que je connais pas très bien, pas suffisamment bien, effectivement, tout ce qui est question culturelle. Parce que j'ai l'impression qu'à Kiev, de toute façon, Kiev a toujours été la capitale. Et dans la capitale, il y a toujours énormément d'événements culturels. Ce que je vois, notamment dans l'édition, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, puisque j'achète des livres pour mes recherches. Je vois que dans l'édition, effectivement, il y a un grand intérêt pour les événements politiques et pour l'analyse des événements politiques ou encore pour le genre de témoignage. Qu'il s'agisse du Maïdan ou du conflit armé, on a aujourd'hui en Ukraine tout un travail de réflexion qui a été mené à travers les témoignages ou encore des analyses produites donc, de ce que c'était Maïdan, ce qu'il a représenté pour la société. Et aujourd'hui, la même réflexion en lien avec le conflit armé, avec un certain nombre donc, de témoignages de combattants, combattants volontaires ou encore combattants donc dans le cadre réglementaire de l'armée ukrainienne, qui racontent effectivement leur expérience, encore une fois, de citoyens, de personnes ordinaires qui se voient propulsés dans le conflit armé, donc sur les lignes de front. Et aussi, on voit, du point de vue culturel, l'engagement d'un certain nombre de personnalités donc de ce monde culturel, un engagement de solidarité, encore une fois. Je pense notamment à deux personnalités, un chanteur très connu et très aimé en Ukraine, donc Svetoslav Vakarchuk, qui est devenu... qui représente une grande légitimité en Ukraine et qui est devenu une personne publique qui prend position et qui défend un certain nombre de positions sur la situation politique ou encore identitaire de l'Ukraine, de ce que l'Ukraine devrait être et quelles sont, d'après lui, les visions donc, de l'avenir de l'Ukraine. Et la deuxième personnalité, très connue et très aimée également des Ukrainiens, dont les livres, puisqu'il s'agit d'un écrivain, donc Sergei Zhadan, ont été traduits en français aussi. Donc cette personne-là, il est lui-même originaire donc, de la région de Lugansk. Il réside à Kharkiv, donc à l'est. Cette personne-là s'est mobilisée très rapidement au printemps 2014 dans la mouvance Maïdan, pro-Maïdan, et donc contre les groupes séparatistes qui ont vu le jour aussi à Kharkiv. Et la mobilisation séparatiste était très importante à Kharkiv. La ville était aussi à un moment sur le point de basculer. Et qui aujourd'hui est très engagée également dans tout ce qui est solidarité, qu'il s'agisse de la solidarité avec les civils dans la zone grise, donc touchée par la guerre,
ou encore dans la solidarité aussi avec les combattants, puisqu'il organise des soirées poésie devant les combattants.